Bienvenue à Level Up Extension Magic. Alors, premier contenu qu'on vous propose en cette sortie du nouveau set The War of the Sparks. Je me présente, Antoine Rivard-Nolin, a.k.a. Détective Nolin, et je suis avec mon spécialiste Magic, Olivier Goulet-Lafont, a.k.a. Gouffon. Salut Ali, ça va? Salut, ça va toi? Ça va bien, ça va bien. On revient d'un seal hier au pre-release. On a fait ça hier matin. Ça s'est bien passé, Ali, toi, quand même. Des bons petits cartons. Oui, ça s'est bien passé. J'ai joué presque tous mes Planewalkers et c'était un franc succès. T'es quand même habitué au seal, mais c'était plus compliqué à cause des Planewalkers hier. C'était plus complexe parce que, en fait, pour vous mettre en contexte, chaque paquet de la série contient un Planewalker. Donc, nécessairement, c'est des cartes qui sont puissantes, que tu as goût de jouer. Donc, c'était plus difficile, à mon avis, de monter le deck parce que non seulement tu as plus de cartes puissantes que tu veux tous jouer, donc il y a une restriction sur les couleurs nécessairement. Puis, contrairement, mettons, à la série d'avant où quand tu allais sealder, tu avais un seed pack, un paquet, mettons, avec des cartes guild. Exactement. Avec un là, duo de couleurs. Pas le cas. Tu n'avais pas comme un truc dès le début du seal pour t'orienter un peu. C'était vraiment, regarde, tu as 6 paquets, prends la meilleure carte là-dedans, fais le meilleur deck. Ouais. Puis le fait d'avoir une multitude de Planewalkers qui sont a priori tous des bonnes cartes, pour la plupart, à peu près, là, oui. Ça rendait les choix plus compliqués de moi. J'ai été perdu. Mais les decks plus puissants aussi. Ouais. J'ai vu des interactions où j'ai fait des trucs que j'avais jamais fait en limité avant, là, que ce soit en sealed ou en draft. On avait lu avant que ça allait des games plus longues. T'as-tu constaté ça ou pas tellement? Ou l'aggro a encore été pas mal le plus efficace? En général, en draft ou en sealed, ça va être un format très axé autour des bombes, des meilleures cartes. Si t'es le premier joueur à mettre une carte super puissante sur le board, ben tu vas créer un avantage plus rapidement, ça va faire un effet boule de neige, puis tu vas peut-être te sauver avec la partie. Donc oui, je pense que c'est un petit peu plus lent que d'habitude, mais c'est pas extrêmement lent, je ne crois pas, non. Mais avoir en draft, là, honnêtement, le draft puis seal, c'est deux formats quand même assez différents. Le seal est très axé sur jouer tes bombes, jouer toutes tes meilleures cartes, tandis que le draft, il va avoir des decks plus synergiques. Peut-être qu'on va avoir des meilleurs decks à masse, par exemple, l'habilité qui permet de créer un token puis de le faire grossir. Ça, je pense que c'est plus difficile à créer en sealed parce que tu peux pas choisir les cartes pour créer cet archétype-là. Tandis qu'en draft, tu peux aller sélectionner tout le temps les cartes à masse, peut créer un deck à masse très puissant ou un deck proliferate très puissant. On vous parle de draft parce que, évidemment, là, on parle de War of the Spark qui est sorti ce week-end en pré-release, mais on va se concentrer aujourd'hui, en fait, pour vous donner des règles d'or du draft. Des petits trucs, astuces. Voilà, toujours dans le domaine de l'opinion. Hein, oui. Je ne suis pas un pro player et je ne me targue pas d'en être un, mais ça fait quand même longtemps que je joue à Magic. Le draft, ça a toujours été mon format favori, puis le format où j'ai le plus excellé, donc sans dire que je suis pro, je pense que j'ai quand même quelques connaissances pour vous aider à drafter, que ce soit sur Magic Arena ou en vrai carton. Alors, c'est sur quoi on va se concentrer? On va se lancer tout de suite, en fait. Donc, on va vous présenter, en fait, des règles d'or qui sont importantes pour le draft à connaître, à mettre en pratique pour connaître du succès. Le draft, on se le rappelle, c'est des joueurs sont rassemblés autour d'une table, ont chacun des boosters en main, ouvrent le booster, 15 cartes en main, en sélectionnent une et passent le paquet au suivant qui contient maintenant 14 cartes et ainsi de suite. Donc, c'est de faire des choix en fonction du paquet que tu reçois dans ta main pour éventuellement bâtir un pool de cartes qui te permettent de bâtir ton deck avec lequel tu vas jouer. Un deck de 40 cartes, donc 17 lanes, 23 cartes à peu près. Donc, sur une possibilité de 45 cartes, tu dois en sélectionner au moins 23 qui vont faire ton deck peut être les meilleurs pour ton deck. Un draft est 3 boosters, contrairement à un seal qui est 6. Exactement. Okay. Mais la grosseur du deck est la même dans les deux. Parfait. On va se lancer. Alors, je t'écoute, Oli. Expose-nous tes règles d'or. Détective Nolin, règle numéro 1, connaître un peu la série. C'est super important. C'est vraiment tough de quelqu'un. Si tu t'en vas faire un draft et tu n'as aucune idée de ce qu'il y a dans cette série-là, tu connais pas les cartes, tu connais pas les couleurs, tu sais pas c'est quoi les bonnes cartes, de te lancer les yeux fermés dans je vais faire un draft. Tu peux, là, si tu es expérimenté en draft, ça se fait. Sauter dans une série puis essayer de défricher sans trop savoir c'est quoi. Mais si vous êtes un peu plus débutant puis que vous voulez avoir du succès dans un draft d'une série que vous ne connaissez pas, il faut aller voir les cartes. Quand je dis aller voir les cartes, c'est savoir un peu c'est quoi les cartes et lire avant. Ça va être plus facile pour le flow du draft que de devoir tout le temps tout relire les cartes. Déjà, si vous en connaissez quelques-unes, ça va aller plus rapidement. Est-ce que c'est l'ensemble où, mettons, mythique, rare et uncommon sont les plus importantes, puis tu peux un peu laisser de côté les common?
Tout au contraire, je dirais. Ah c'est ouais, encore plus important de connaître les les uncommuns bonnes et les communes parce que c'est sûr que tu vas voir le plus. Ouais, donc, j'avoue. tu sais, c'est bien correct de savoir que telle mythique est super puissante. Mais les chances que tu l'aies sont plutôt faibles. C'est ça, puis c'est évident. Là. Tu sais, si une mythique est vraiment forte, ben t'apprends puis tu passes le paquet à l'autre. Tandis que après ça, c'est de faire la différence entre deux bonnes communes. Tu sais, que c'est pas des cartes qui vont gagner la game sur le champ, mais tu sais, une super bonne carte commune noire on entend mon chat en arrière-plan, c'est Oui, excellent. inquiétez-vous pas, on a un chat qui vient de flotter d'ailleurs. Salut. Oui, c'est ça. Donc, les communes, je pense que c'est vraiment là que ça va faire la différence parce que tu vas les voir beaucoup puis tu vas faire beaucoup de décisions. Donc, j'ai 3 petits sous-points dans ce truc-là. Donc, premièrement, ça, connaître les cartes en général. Connaître c'est quoi les archétypes. Dans chaque série, il y a toujours des archétypes qui sont poussés. Donc, la série a été imaginée pour que certains decks puissent prendre vie. Donc, par exemple, dans War of the Spark, il y a clairement un archétype autour du Proliferate, donc des couleurs ou que le Proliferate, qui est une habilité qui te permet de rajouter des counters sur Des choses qui en ont déjà, dont les Planewalkers. les Planewalkers. Donc, de bâtir un deck autour des Proliferate, ben, ça peut être une bonne idée. Donc, c'est de savoir déjà ça avant de sauter dans le draft. Puis généralement, les archétypes, il y a des couleurs qui le représentent plus que d'autres, comme Proliferate est davantage dans le vert et le blanc, si je ne Vert, m'abuse. blanc, bleu, à peu Ouais. près. Oui, en général, honnêtement, la War of the Spark, c'est particulier. La série est un peu plus, je veux pas dire chaotique, mais toutes les combinaisons de couleurs sont possibles. Tandis que, mettons, dans la série d'avant, sur Ravnica, Ravnica Allegiance, Allegiance. il y avait 5 guildes qui étaient poussées. Donc, 5 paires de couleurs qui étaient vraiment encouragées à drafter parce que c'est là que tu allais avoir les decks les plus forts. Tandis que là, toutes les combinaisons de couleurs sont possibles. Ouais. Ensuite, c'est ça, savoir mon prochain point. Voir c'est quoi les combinaisons de couleurs qui fonctionnent. Donc, dans Ravnica Legends, c'était 5 guildes particulières. Si on retourne à Ixalan, c'était très particulier. Tu avais les pirates dans 3 couleurs, les dinosaures dans 3 couleurs, les vampires dans 2 couleurs, puis les merfolk dans 2 autres couleurs. Donc, c'est très encouragé de... C'était comme 4 tribus, puis t'étais mieux d'en choisir une des 4. Exact. C'était possible de bâtir un deck bleu-blanc, mettons, qui n'était pas du tout dans ces tribus-là. Il y avait un archétype possible pour ça. Mais les archétypes les plus faciles à drafter, les plus puissants, c'était ceux qui étaient poussés par Magic, si on veut. Fait que dans le fond, c'est de faire le tri puis de déterminer un peu d'avance avant ton draft. Ouais. Quels sont les archétypes de couleurs que je dois viser. Yes. Quelles sont les combinaisons qui doivent Possible. être... qui sont les meilleures, en fait. Ouais. Sinon, tu te compliques la vie. Ouais. Si tu sais, mettons, dans la dernière série de Ravnica Allegiance, il n'y avait pas la guilde Selesnya, qui est vert-blanc, mettons. Ouais. Mais si tu poussais un deck vert-blanc, t'aurais eu aucune carte 2 couleurs, parce qu'il n'y avait pas de carte Selesnya 2 couleurs. Pas de synergie entre vert et blanc nécessairement très puissante. Donc, tu sais, ça donne un deck vraiment moins fort que quelqu'un qui a drafté. Peut-être un deck avec des cartes overall moins fortes que le tien, mais qui fonctionnent tous bien ensemble. Donc, il va te rouler dessus comme un train. On préfère une synergie qu'un amas de cartes puissantes qui ont pas nécessairement de synergie. Ça dépend de la puissance des cartes. Pour en venir aux bombes, donc. D'où mon prochain point. C'est quoi les bombes? C'est quoi, c'est quoi les meilleurs mythiques? C'est quand même bon à savoir. C'est quoi les cartes que tu ne dois pas passer? C'est plus ça. Il y a peut-être une uncommon qui est une bombe. Il y a tout le temps, une fois par série, il y a une bombe souvent qui est uncommon. Il y a une carte que tu peux quand même voir assez régulièrement, qui est super forte, ou qui vaut la peine de bâtir un deck autour. Je pense à la dernière série. Je fais beaucoup de références à la dernière série parce que j'ai pas encore drafté War of the Spark, mais c'est peut-être plus facile d'illustrer des exemples. Il y avait un deck de Gate, par exemple, dans la dernière série, où tu pouvais jouer à peu près toutes les couleurs. Puis il y avait des cartes comme... le Gate Colossus. Gate Colossus. Mettons, ça, c'est une carte qui était bonne à prendre tôt, parce qu'elle est super forte. Puis après ça, tu peux drafter plein de gates pour venir supporter cet archétype-là. Puis il y avait d'autres cartes aussi qui fonctionnent avec ça. Donc, c'est une genre de bombe uncommon, mettons. Des bombes, t'entends par là généralement des créatures ou des mass removal. Ça peut être n'importe quoi. Une carte qui va... Une bombe à Magic en général, en draft, c'est une carte qui va être bonne si t'es en retard dans la game, si t'es en avance dans la game. En fait, peu importe le state of the game, peu importe où t'es dans la partie, ça va t'aider à gagner plus ou à ne pas perdre. OK. À peu près. Ça, c'est l'idéal. Il y en a qui font pas tout ça, il y en a qui vont te permettre de revenir de l'arrière et compagnie, mais la carte parfaite, à mes yeux, elle fait ça. Puis en général, tu trouves qu'il y a une dizaine de bombes par set? Honnêtement, ça dépend. Ça dépend vraiment des séries? Ouais, je sais Comme pas. War of the Spark, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs... Le power de la série, la puissance de la série est définitivement plus élevée qu'à l'habitude. Ouais. Donc oui, il y a plus de cartes. C'est un format, je pense, qui va être prédestiné à ce que les gens jouent des cartes puissantes. Mais je ne peux pas dire de chiffres, là, c'est trop
C'est trop random. All right. Règle 1, c'était ça. Connaître la Fait que dans série. le fond, une fois qu'on a fait le ménage, maintenant, après ça, tu conseilles de rester ouvert. Rester ouvert. Là, fait que là, de ne pas se fixer nos couleurs habituelles. de ne pas faire je vais utiliser un terme anglais, de tunnel vision. Donc, par exemple, tu es dans un draft, Ouais. tu choisis une première carte verte, et là, deuxième paquet, il n'y a pas vraiment de bonne carte verte, mais tu en prends une moins bonne, mais tu prends pareil. Troisième paquet, il n'y a vraiment pas beaucoup de cartes. Tu sais, tu peux dire, même si ton premier pick, c'est une carte verte super forte, si tu n'en vois pas du vert après, ça veut peut-être dire que les deux personnes à ta droite qui te passent les paquets, ben, ils jouent vert. Donc, tu n'en auras pas de vert au premier paquet, puis tu n'en auras pas au troisième paquet. Parce qu'au deuxième paquet, on change de bord. Ouais, c'est ça. Fait que reste ouvert. Il y a une règle qui est souvent dite, c'est au moins dans le premier paquet, de toujours prendre la carte la plus puissante, peu importe la couleur. Fait que Pour qu'après ça, tu as une base de cartes. mettons dans tes 5 premiers picks que tu as pris 5 cartes, peut-être de 4 couleurs différentes, mais il y en a 2 là-dedans qui sont très puissantes et de la même couleur ou qui vont bien ensemble. Mais là, tu as déjà plus une direction. Fait que dans les premiers paquets, vous pouvez rester ouvert. Jusque même au deuxième paquet, peut-être que la rare que vous allez ouvrir va vous faire changer complètement de direction. C'est plus rare, mais au moins là, le début du premier paquet jusqu'à la moitié du premier paquet, de rester ouvert, prendre tout le temps la meilleure carte. Comme ça, vous allez vraiment avoir un pool de bonnes cartes. Puis ensuite, dans ce pool de bonnes cartes-là, de prendre peut-être les 4-5 meilleures et là, de commencer à bâtir un deck autour de cet archétype-là ou de ces couleurs-là. OK. Rester ouvert, ça veut dire aussi que c'est plus risqué comme premier pick de prendre une carte 2 couleurs parce que là, tu te contrains encore plus. Je m'explique. Ah ouais? Ben oui. Si premier pick, tu as le choix entre une excellente carte verte ou une bombe torrentielle 2 couleurs, genre bleu-rouge, ben il y a une décision à prendre ici. Est-ce que, parce qu'en prenant la carte bleu-rouge, tu te confies vraiment à jouer Bleu-rouge, ouais. Alors que une seule verte, une carte avec un vert, tu peux avoir un deck bleu-rouge dans lequel tu vas splasher du vert. Ou un deck vert-bleu ou un deck vert-noir. Tu as vraiment plus de possibilités. Donc là, c'est de faire il n'y a pas de règle d'or ici. Là, c'est vraiment selon le paquet. C'est de se demander, est-ce que ça vaut la peine que je reste un peu moins ouvert et que je prenne cette très bonne carte-là, 2 couleurs, ou que je reste plus ouvert et que je prenne la verte. Je dirais qu'en général, c'est mieux de rester ouvert. Quitte à passer une carte très puissante. Il y a des exceptions parce qu'il y a des cartes qui sont vraiment, vraiment très fortes, mais gardez ça en tête. Ou prendre la carte 2 couleurs puis garder en tête que ton deck doit être assez flexible pour jouer 3 couleurs ou d'aller splasher une de ces couleurs-là. Bref, à garder en tête. OK. Deuxième truc, qu'est-ce qui est bon pour rester ouvert? Ben, c'est de drafter des cartes qui sont colorless, qui n'ont pas de couleur, parce qu'ils peuvent être joués dans tous les decks. Donc, ils sont pas restrictives de tes couleurs. Exactement. Ouais. C'est aussi simple que ça. Un premier pick d'une carte colorless, c'est parfait. Ouais. Parce que tu vas dans ton deuxième pack, dans ton deuxième choix, tu peux jouer n'importe quelle couleur. Fait que la carte qui est bonne, colorless, va être bonne dans n'importe quoi. Exactement. Fait qu'un premier pick, first pack, premier choix, premier paquet, ça peut être super intéressant de prendre une carte colorless, peut-être un petit peu moins forte qu'une carte 2 couleurs, justement parce que t'es sûr de la jouer. C'est certain que tu vas la jouer, cette carte-là. Intéressant. Intéressant, hein? Intéressant. Ensuite, ben ça, je l'ai déjà un peu dit, c'est possible de changer de couleur pour une bombe. Donc, peut-être qu'au deuxième paquet, tu ouvres vraiment une des meilleures cartes de la série, une mythique incroyable. Ouais. Ben, mettons que après le premier paquet, tu as 2 couleurs à peu près. Ben, c'est possible d'en éliminer une pour aller jouer cette bombe-là. Ça se fait. Puis à partir de quel moment tu devrais t'arrêter puis faire comme OK, il faut que j'arrête je laisse passer des cartes parce que ça fit plus dans dans la curve que je suis en train de créer, tu sais. Ben, je pense que c'est une question de peser les pour et les contre. Donc, si de prendre cette carte-là puis de changer de couleur, ça fait que tu joues pas 15 autres cartes, ça vaut peut-être pas la peine. Fait que c'est de voir, j'ai-tu assez de cartes pour me faire un deck si je change de couleur-là? Est-ce que je pourrais la splasher, cette couleur-là? Cette carte-là à place, est-ce que je pourrais la jouer dans mon deck puis faire un 3 couleurs, mettons? Est-ce que c'est possible? Fait que c'est pour ça que, disclaimer pour tout la chronique, le draft, c'est beaucoup une question de circonstances, de qu'est-ce qu'il y a dans mon paquet à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai dans mon pool. Donc, ces règles-là sont tous brisables. Ouais, c'est ça. Exact. Fait que chaque draft a son propre contexte, dépendamment de ce que tu as. Exactement. Moi, ce que je vous donne, c'est des pistes pour vous aider, mais il n'y a pas de règles là-dedans qui ne peuvent pas être brisées. Fait que oui, changer de couleur pour une bombe, ça se peut, si ça vaut vraiment la peine. Donc, c'est de peser les pour les contre puis voir si c'est-tu worth? C'est-tu worth? C'est-tu worth? Et là, advenant le cas où on prend une bombe qui n'est pas dans les couleurs qu'on a, qu'est-ce qu'on fait? On a besoin de splasher, de fixing, hein, comme on dit dans le jargon. Donc, de cartes qui vont te permettre d'aller jouer une troisième couleur ou de jouer plusieurs couleurs. Souvent, le vert est une des couleurs
ou qui a le plus de cartes qui t'aident à avoir du bon mana, des bonnes laines et compagnie. Ben, comme dans le War of the Spark, moi, il y avait Paradise Druid qui était un bon exemple hier de pouvoir splasher une couleur en ayant du vert. 2-1 qui coûte 2, explose lorsqu'elle est on-tap, puis lorsque tu la tapes, tu donnes un mana de la couleur que tu veux. Le Centaur Nurturer, si je me trompe pas. Quelques cartes comme ça qui te permettent d'avoir de la couleur de mana que tu veux. Donc, de prendre ces cartes-là, mettons, tôt dans un draft, ben, ça peut être bon parce que là, tu t'ouvres la possibilité de, peu importe la carte que tu ouvres au pack 2 ou 3, tu vas être capable de la jouer parce que tu vas avoir du bon fixing. Puis, parenthèse à ça aussi, les lands, c'est bien meilleur que l'on pense, les lands, pour une raison particulière. Ben, en fait, parce que non seulement ça fixe ton deck, mais aussi parce que des 23 cartes qui vont faire ton deck de 40 cartes, si tu prends des laines, mais c'est une carte 24, puis c'est une carte 25, puis c'est une carte 26. Ça fait que ton deck il devient meilleur parce que tu drafts plus de cartes qui vont rentrer dedans. Ouais, c'est ça. Les lands, contrairement à des créatures ou whatever, ils prennent pas la place d'une créature. Non, ils prennent la place d'une basic land. Ouais, fait que tu tasses une basic land pour avoir une dual ou une land qui a un pouvoir quelconque. Exact. Ouais. Fait qu'au final, mettons, moi je draft 5 lands, toi t'en drafts aucune. Mais moi je vais avoir 28 cartes dans mon deck qui vont être tirées de mon draft. Toi tu vas en avoir 23. Fait que mine de rien, c'est 5 cartes de plus qui vont pas changer la game, mais ils vont m'aider un peu plus à faire avancer mon plan puis à gagner. Fait qu'en ayant, mettons, en recevant un paquet de 10 cartes, c'est une dual land une dual land common qui clairement n'est pas dans les meilleures cartes présentes, tu vas peut-être aller vers la dual parce que c'est elle qui va te venir en aide plus que n'importe quelle autre carte qui est peut-être que ça va être un first pick aussi. C'est pas fou là, de first picker une land. Ça dépend du paquet, là, mais s'il y a un paquet et qu'il n'y a pas rien pour toi vraiment, pas de carte super bonne, une commune mollo, ben prends la laine. Ça va être bien meilleur que bien les cartes dans ton deck. C'est super important. Puis, dernière petite notion par rapport à rester ouvert. Et là, j'utilise encore un terme en anglais parce que bon, t'as dit ce jeu-là, il est tout écrit en anglais. Ben oui, mais tout le monde joue avec ça en anglais. C'est ça qui se passe. Le wheel. Donc, qu'est-ce que c'est wheeler? C'est j'arrive dans un paquet. Il y a 3 cartes noires et je joue noir. Mm-hmm. Et là, je ne sais pas laquelle prendre. Le wheel, c'est espérer que cette carte-là revienne après 8 pics. Parce que les paquets font le tour de la table, mais tu les vois tous 2 fois. OK, c'est d'anticiper que le carton va te revenir. Exactement. Ouais. C'est plus facile de faire du wheel rendu au 3e paquet parce que tu as plus d'indices sur c'est quoi tes voisins, qu'est-ce qu'ils jouent. Parce que les couleurs reviennent. Exactement. Ouais. Fait que mettons que quand je reçois les paquets à partir de la droite, je reçois jamais de rouge, ben il y a des bonnes chances que mon voisin de droite ou l'autre à côté de lui joue rouge. Donc là, moi, je peux dire, OK, j'ai ce paquet-là, j'ai 3 cartes noires. Je pense que mes voisins jouent après ces couleurs-là. C'est un peu plus... non, là, on est deep quand même dans le draft. Là. Ouais, il faut que tu aies une capacité à connaître, à lire les... Analyser les paquets, puis essayer de voir ce que tes voisins jouent. Donc, tu peux dire, je pense vraiment que cette carte, des 3 cartes noires, il y a des bonnes chances qu'il y en ait au moins une qui wheel. Fait que as-tu une conscience, toi, quand ça tourne autour de la table de où est rendu le paquet avec la carte que tu pensais wheeler ou pas vraiment? Pas où est rendu le paquet. Je te dirais que personnellement, puis je suis pas pro encore une fois, mais peut-être que les pros, oui, là, je suis sûr que les pros, ils voient un paquet puis ils s'en souviennent tout de suite puis ils sont capables de dire qu'est-ce qui pourrait revenir. Mais c'est plus de faire des 3 cartes là ici que je pourrais jouer, laquelle a le plus de chances de wheeler. Fait que ça peut être, mettons que c'est 3 cartes noires, puis il y en a une qui, je pense, qui est vraiment juste bonne dans le deck noir que moi je suis en train de bâtir, ben je vais essayer de la wheeler. Parce que même si quelqu'un d'autre joue noir, s'il joue pas le deck noir que moi je suis en train de bâtir, l'archétype que moi je suis en train de bâtir, ben cette carte-là sera pas bonne pour lui. Donc je vais prendre le guess qu'elle fasse le tour puis qu'elle me revienne, puis je vais peut-être en prendre une un petit peu moins bonne, juste pour essayer d'avoir les deux au final. OK. Mais le wheel est une donnée qui ne fonctionne pas pour Arena, si je ne m'abuse, parce que si j'ai bien compris, Arena, on se passe pas des paquets de l'un à l'autre, c'est une sélection random faite par l'ordinateur. Les paquets reviennent. Les paquets reviennent? Oui, c'est comme si mais c'est des bots, là, c'est des... C'est ça, mais on draft avec un ordinateur qui... Oui. OK, je savais pas qu'il y avait... Je vais être en désaccord avec toi. OK. Ce qui est arrivé avec Arena, c'est que c'est des bots. Ouais. Donc, les bots sont programmés à réagir d'une certaine manière. Et mine de rien, à force de drafter, tu peux voir ce que les bots trouvent bon comme carte. OK, il y a une manière de lire les bots. Un peu. Ah ouais. Si le bot il est programmé pour tout le temps essayer de builder ce deck-là, c'est pas comme règle d'or tout le temps la même chose, mais tu peux le voir un peu à force de drafter une série. Hey, cette carte-là, elle wheel tout le temps. Elle revient tout le temps. Parce que le bot, il l'estime pas assez. Donc, OK, à force de faire des drafts sur Arena. Ouais, j'ai lu des articles sur Internet qui disaient, hey, présentement, il y a un format, mettons, qui est facile à drafter puis qui gagne beaucoup. Ben, poussez ce format-là là, parce que les bots, ils le draftent pas puis c'est bon. Ça fait un bon deck. C'est vraiment particulier avec Arena, ce truc-là. OK, fait que c'est vraiment une autre science autour du draft d'Arena.
Personnellement, je préfère drafter en vrai. T'as un peu plus le feeling justement de qu'est-ce que tes voisins jouent, de pas passer telle carte, prendre telle carte, etc. OK. Voilà pour le rester ouvert et tous ces sous-points. Ensuite, il est important d'avoir un plan. Oui! Comment ton deck va gagner? C'est con comme question, mais... Une win-con. C'est comment tu gagnes la partie? Pas nécessairement d'avoir une carte qui est une win-con, mais est-ce que tu es un deck aggro? Est-ce que ton deck, le but, c'est de mettre des créatures en jeu, d'attaquer, puis de gagner? Si tu as un deck tempo, mettre une créature en jeu, la protéger, attaquer, puis gagner avec ça? Si tu as un deck contrôle ou tu veux aller late game, tu veux aller tard dans la partie pour pouvoir jouer des grosses cartes. Puis vider la main de ton adversaire avec des counter spells. Exact. Puis finalement, il n'y a plus rien sur le board, plus de cartes en main. Puis toi, tu joues maintenant. Exact. Ou un deck plus mid-range avec un peu de tout. Un deck, as-tu un combo dans ton deck? Est-ce que tu as réussi à drafter deux cartes qui ensemble, ils font que tu gagnes la game automatiquement ou whatever? Donc, c'est de voir c'est quoi ton plan, c'est quoi les cartes qui vont t'aider à y arriver. Puis ça, tu te poses cette question-là durant ton draft, puis aussi durant le deck building. Puis essayer de respecter ton plan une fois que tu joues la partie, évidemment. Et il faut identifier après ça une bonne curve. Une bonne curve. Donc, faut pas que tu aies, mettons, juste des cartes qui coûtent 7 puis deux cartes qui coûtent 2. Ton deck, il sortira pas. Il faut que tu aies des cartes. Est-ce que tu en recommandes pas des cartes qui coûtent très cher? Est-ce que c'est à éviter la plupart du temps ou on s'attaque, mais on en met une ou deux par deck, gros max? Ça dépend de ton plan. Ça dépend du format. Aussi. Si le format est super rapide, ben nécessairement, en général, les decks vont être plus agressifs. Mm-hmm. Si le format il est plus lent, plus autour de plus bombé, un peu comme War of the Spark, là, où c'est les bombes qui vont diriger le flow, ben c'est peut-être mieux d'en avoir un petit peu plus. Donc, c'est ça. Selon ton plan, selon la série, mais il faut quand même garder en tête, c'est tout bon deck va avoir besoin d'une coupe de cartes qui coûtent 2, une coupe de cartes qui coûtent 3, une coupe de cartes qui coûtent 4, quelques 5, quelques 6, quelques 7. Même pas de 7 s'il faut, pas de 6 s'il faut. Tout dépend. Prioriser tout en bas de 5 en fait, si t'es capable. C'est de voir ton deck avec une vue d'ensemble. T'sais, selon ce que tu drafts, rendu au paquet 3, ça se peut que tu prennes pas une carte qui coûte 6 parce que t'as pas de carte qui coûte 2 puis ça t'en prend absolument. Ouais. Petite note d'ailleurs sur la curve, je mets un bémol. Oui, c'est important d'avoir une bonne curve, mais il faut pas non plus prendre des cartes mauvaises au détriment de ton deck. Peut-être que ton deck va avoir une petite lacune au point de vue de la curve. Il va être moins bon en début de game. Mais vise pas la 2 parce que c'est la 2, tu sais. C'est ça que tu veux dire? Ben, bon, ce que je veux dire, c'est que prends pas une 2-2 pour 2 juste parce que t'as pas de carte qui coûte 2 au détriment d'une carte qui coûte 5 et qui est super bonne dans ton deck. Ouais. Fait que encore une fois, c'est du cas par cas, faut analyser, mais c'est ça. Moi, je donne des lignes générales. OK. Une bonne carte qui coûte 2, c'est une carte qui va être bonne au tour 2, mais aussi au tour 10, qui va avoir une habilité qui va être capable d'avoir un effet sur la partie au tour 10. OK. Ça, c'est ce que je dirais. C'est quoi une bonne 2 drops. Puis pas trop de win-con. T'en as pas besoin de 1000 des win-con. 2 à 3, 4, 5, tout dépendant de ton deck, c'est suffisant. De toute façon, chaque deck n'aura pas 10 000 win-con en général. Là. Exact. Alright. Alors, quoi prendre? Ben, en général, c'est assez basic, mais un bon deck de draft, il y a des bonnes créatures puis du bon removal. Des cartes qui permettent de détruire ou d'interagir avec l'adversaire, d'être disruptif. Donc, un bon mélange de tout ça va déjà être une excellente base pour un deck, peu importe ton plan. C'est vraiment de quoi garder en tête. Donc, tout le temps un peu plus de créatures que de removal, évidemment. C'est un constat assez général en draft. Mais, puis je dirais, encore une fois, c'est selon le format, mais personnellement, moi, je prends pratiquement tout le temps le removal au lieu de la créature. C'est souvent un petit peu plus rare à aller chercher dans les séries, du removal, puis c'est tout le temps bon. OK. Fait que si vous aviez hésité entre les deux, si tu as le choix entre les deux, tu vas prioriser ça. Ouais. Mais tu sais, mettons que t'as déjà réussi à en acquérir beaucoup. Tu veux combien de créatures en général, toi, dans tes decks? J'ai pas de chiffre d'or, j'ai pas de. Non. Ça dépend du deck, ça dépend du plan, ça dépend de la série, ça dépend de l'archétype. Okay. Ça dépend de trop de trucs. Mais habituellement, je dirais qu'il y a plus de créatures que de removal. Mais si ton deck est super contrôlant, peut-être qu'il va y avoir plus de removal. OK. Mais c'est ça. Si tu hésites entre 2 cartes en début de draft, personnellement, moi, j'irais plus vers le removal que la créature. À moins que la créature soit extrêmement bonne. Puis dans du removal, on vise des choses qui target le player ou les créatures, mais ou mettons du removal d'artefacts, du removal de land. Surtout les créatures. C'est un démolish de la nouvelle série pour 4 qui détruit une land ou un artefact, on vise pas ça. Là. Non, pas vraiment. Ça va être une carte trop restrictif. C'est trop précis. Moi, je parle de péter des créatures surtout. C'est la majeure truc. Wipe the board.
Destroy all White Board, si t'es capable d'en avoir, with mais power of 3 or less. Ouais, c'est rare. Souvent, ça va être des rares, ces cartes-là. Ouais. Fait que, pas mal toutes les couleurs vont avoir comme commune une carte de removal, une pièce de removal, souvent dans les séries. Puis, c'est ces cartes-là que je pense qu'il faut prioriser. Souvent, c'est des communes, puis peut-être que tu vas les prendre au-dessus d'une rare. C'est bien correct. OK. Et une fois qu'on a bâti son deck... Faut pas oublier le sideboard. Le sideboard, c'est pas ça vient pas dans tous les formats. Si vous faites du rank sur Arena, il n'y a pas de sideboard, donc c'est pas des 2-3. Mais si vous allez jouer en magasin, ça va souvent être des 2-3. Donc, toi et ton adversaire, vous allez jouer 2 parties. Puis après la première partie, vous avez le droit de prendre n'importe quelle carte que vous avez draftée que vous ne jouiez pas et vous pouvez les intégrer à votre deck. Fait que peut-être que quand vous allez drafter, il y a des cartes avec des habiletés très précises qui vont être meilleures que vous le pensez. Par exemple, une carte qui brise un artefact, ben, je vais pas la jouer dans mon deck dès la première partie. Mais si après la première partie, je vois que mon adversaire il a 7 artefacts dans son deck, ben, je vais la rentrer dans mon sideboard. Ouais. Fait que souvent, ces cartes de sideboard-là, c'est bon de les prendre un peu plus tôt qu'on pense dans le draft parce que quand ils vont être bonnes, ils vont être très bonnes. OK. Fait que c'est ça à garder en tête. Je pense là, que il y en a pas dans les decks actuels, mais mettons des habiletés comme Forest Walk peut devenir intéressant si tu joues contre un deck vert. Genre des trucs pour briser les Planewalkers. Peut-être que je vais pas la jouer à la première partie. Mais là, je me rends compte qu'il y en a plein, fait que je vais la mettre dans jouer mon deck. finalement. Un truc pour péter un enchantement. C'est surtout du removal, encore une fois, ou des créatures qui ont des habiletés particulières contre d'autres couleurs. Du reach si le gars joue plein de flying. Exactement. Mais si c'est une créature correcte puis que le gars n'a pas de flying dans son deck, elle est moins pertinente qu'une autre carte qui est plus forte peut-être. Ouais, exact. Alors que s'il y a du reach puis que le gars joue des flying, on va peut-être avoir besoin justement de cette carte-là qui va nous permettre de tuer ses flying. C'est ça. Alright, puis une fois qu'on a bâti ça, comme on s'arrange en jouant? Ben, ça reprend surtout les règles que je vous ai dit. Donc, suivre son plan. C'est sûr qu'encore une fois, une game de Magic, ça peut aller n'importe où, mais en général, de garder en tête c'est quoi son plan, qu'est-ce que ton deck fait, comment il gagne. Ensuite, prendre conscience du deck de l'adversaire. C'est quoi les cartes qu'il joue? C'est quoi qu'il y a dans son deck? Parce que dans un 2-3, par exemple, après la première partie, tu vas vouloir faire du sideboard. Si le deck est super agressif, ben peut-être que tu peux rentrer ton Posh Wall 0-4 coûte 1. C'est pas une très bonne carte, mais contre le deck qui a 10 créatures qui coûtent 2, ben il va faire de la job. Fait que c'est de voir, essayer de se rappeler des cartes qu'il jouait, c'est quoi le plan de ton adversaire, puis comment tu peux le contrer avec ton sideboard. Puis essayer aussi, en général, sur le jeu, de prédire les interactions de l'autre. Ça, c'est encore une fois, c'est un peu plus difficile parce qu'il faut vraiment avoir une bonne connaissance de la série. Mais une fois qu'on se met à bien connaître la série, si tu attaques avec une créature, l'autre, il y a une créature qui bloque, puis il y a 2 manas d'ouvert, un blanc, un rouge, mais faut-tu être capable de dire un peu, hey, quelle carte pourrait-il caster maintenant en instant qui va briser mon plan, qui va briser mon attaque? Connaître la série, là, de faire, OK, si je joue blanc-rouge, ça se peut qu'il y ait un spell, tu sais, mettons, il attaque avec ça à 3-3, j'ai une 5-5 qui bloque, mais il y a un spell qui permet de faire un plus 3 à sa créature et de péter ma créature dans un combat. T'sais. Exact. Si comprendre pourquoi son action, en fait. C'est ça. Ce qui peut amener du bluff aussi, parce que tu peux décider d'attaquer une 3-3 en laissant de la mana ouverte, puis donner l'impression à ton adversaire que tu as une carte, mais finalement, tu n'as rien. Mm-hmm. Fait que, tantôt, tu nous demandais quelle carte que c'est important de connaître dans la série. Ben, ça m'amène que je pense que si vous avez à prioriser des cartes à connaître, ça serait les instant, les combat tricks, les trucs qui vont briser une attaque, qui vont t'empêcher de faire un truc en instant. C'est ce qui est le plus ravageur habituellement dans une partie. OK, c'est ça, les interactions qui viennent changer la donnée du combat. J'ai une 5-5 qui attaque une 3-3. Qu'est-ce qui pourrait intervenir, qui modifierait le combat actuel où j'ai un avantage en ce moment, en bloquant. Exact. Savoir c'est quoi les counter spells, la série, combien qui coûte. Si l'autre il joue bleu puis il y a 3 mana ouverts, y a-tu un counter spell qui coûte 3 qui peut contrer ce que je m'en vais caster? Donc, savoir ces trucs-là, c'est déjà un bon début. Alright. Ça ferait le tour de tes conseils pour le draft, mon cher Ali? Honnêtement, c'est tous à prendre avec un grain de sel, comme j'ai souvent dit durant la chronique. C'est beaucoup du cas par cas. Mais ça fait une bonne base, je pense, pour s'attaquer à un draft puis avoir du plaisir. C'est tellement un format le fun, j'adore drafter. Ouais, ben j'ai moi-même essayé quelques fois, mais c'est un peu intimidant, je t'avoue, quand t'as jamais fait ça, là, de te démêler avec les cartes. Non, je te comprends, c'est un peu overwhelming, ça peut paraître gros, mais c'est à force d'en faire qu'on vient à l'aise. Puis même quand une nouvelle série sort, si tu es de plus en plus à l'aise dans un format, dans le draft, ben, tu vas peut-être avoir moins besoin de préparation, tu vas être capable de sauter dans le format plus facilement. En fait, je constate aussi avec le temps que
l'ensemble des cartes Magic rend la multitude de combinaisons complexes, mais quand plus t'en fais, plus tu rencontres des nouveaux sets, plus tu te rends compte que c'est en général beaucoup moins compliqué que ce qu'on s'imagine, dans le sens où genre il y a moyen de cibler ce que le set fait, ce que la série fait. Il y a des trucs qui se ressemblent, tu sais, les couleurs ont leur identité, donc nécessairement en draft, le rouge va toujours avoir une certaine appartenance, le bleu également, toutes les couleurs en fait. Puis on vous conseille également de passer peut-être tant qu'à dépenser votre argent, vos coins sur Arena, à ouvrir des paquets, c'est plus avantageux d'aller de garder vos sous. Là, on parle pas d'argent, là, l'argent Arena. Allez drafter, en fait, parce que vous allez, contrairement aux paquets qui vont vous donner 8 cartes par booster, si vous payez les boosters des drafts, vous en avez 3 qui vous en donnent 15. Fait choisir les cartes, donc si vous ouvrez gardez les cartons aussi. Si vous avez besoin d'une mythique bien précise puis vous l'ouvrez dans un draft, même si c'est pas bonne pour votre deck, prenez-la. Là, je pense que ça va être. Parce que ça vient s'ajouter à votre pool après. Yeah. Alors, ça fait le tour de nos conseils, les conseils de Gouffon pour vous orienter en draft pour la suite des choses en magasin ou en ligne. Mm-hmm. Alors, voilà, j'espère que ça vous sera utile pour la suite. Restez à l'affût. On va vous revenir avec du contenu entourant le nouveau set, des recommandations de cartes, des cartes qu'on aime, des cartons qu'on vous conseille de surveiller pour vos drafts éventuels. Gouffon va nous donner son avis. Pendant ce temps-là, allez drafter la série dès le lundi. Le 29, ça va être sur Magic Arena, donc allez essayer, allez explorer. Ça vient en ligne. Mm-hmm. Là, le pre-release est terminé, mais on vous invite à aller en ligne drafter Magic Arena. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était Level Up.